Une petite fille des rues a payé une glace pour un petit garçon sans savoir qu'il était le fils d'un millionnaire. Le lendemain, sa vie a complètement changé. Le soleil frappait Paris avec une intensité presque irréelle. Les pavés brûlaient sous les pieds nus, l'air semblait figé, et même les pigeons du boulevard Saint-Michel cherchèrent de l'ombre sous les bancs de pierre. L'été de cette année-là s'annonçait comme le plus chaud que la ville ait connu depuis des décennies. Pour Claire, 13 ans, sans toit ni famille, c'était un défi de plus à ajouter à une liste déjà trop longue pour une enfant. Elle vivait dans les rues depuis 2 ans, depuis que les services sociaux avaient cessé de chercher sa mère. Elle n'aimait pas y penser. À la place, elle remplissait ses journées à faire de petits boulots, porter des sacs, nettoyer des vitrines, chanter dans le métro. Avec ses cheveux blonds emmêlés, ses grands yeux gris pleins de lumière et son air obstiné, Claire ne laissait personne indifférent. Certains lui donnaient quelques pièces, d'autres détournèrent le regard. Elle s'était habituée à cette indifférence polie qu'on réservait aux fantômes urbains. Ce jour-là, comme presque chaque après-midi d'été, Claire s'était installée près du jardin du Luxembourg. Elle appelait cet endroit son refuge. L'odeur de l'herbe coupée, le murmure des fontaines, les rires d'enfants, tout y rappelait un monde auquel elle n'appartenait plus, mais qu'elle aimait encore observer. Sous un arbre généreux, en ombre, elle posa sa vieille sacoche en toile, s'assit sur un banc et ouvrit une petite boîte rouillée cachée au fond de son sac. À l'intérieur, une dizaine de pièces en centimes, patiemment collectionnées depuis un mois. Elle les compta, les recompta, les aligna sur ses genoux. Il y en avait assez. Enfin, elle pouvait s'offrir un sorbet citron, son préféré, chez le vendeur ambulant à l'entrée du parc. Elle hésita encore un peu, savourant l'idée plus que le sorbet lui-même. Puis elle referma la boîte. Encore quelques minutes, juste quelques instants de plus à rêver. À côté d'elle, un mouvement attira son attention. Un garçon d'environ 6 ans venait de s'asseoir sur le même banc. Il portait une chemise blanche impeccable, un petit pantalon en lin beige et, malgré la chaleur accablante, un foulard bleu clair autour du cou. Ses chaussures brillaient et sa montre semblait valoir plus que tout ce que Claire possédait. Mais ce qui la frappa, c'était son visage. Les larmes coulaient doucement sur ses joues et il tenait dans sa main une grosse pièce froissée de 20 € comme un trésor inutile. Claire le fixa un moment sans rien dire. Elle avait appris à ne pas s'impliquer, à se fondre dans le décor, à se protéger. Mais il y avait quelque chose chez ce garçon, une fragilité familière, un chagrin qu'elle reconnaissait sans le comprendre. Elle se racla doucement la gorge. « Ça va ?» demanda-t-elle, sa voix rauque d'avoir trop crié dans le métro. Le garçon leva les yeux, surpris, et répondit à mi-voix « J'ai perdu mon papa, il m'a dit de rester ici, mais il ne revient pas. Je voulais juste une glace pendant que j'attends. » Claire baissa les yeux vers sa boîte à pièces. Elle n'avait pas mangé depuis la veille. Son ventre criait famine, mais quelque chose de plus fort la poussait. Elle se leva, fit quelques pas jusqu'au vendeur de glace, choisit le parfum, citron, toujours citron, et revint poser le cône glacé dans les mains du garçon. « Tiens, c'est pour toi. » Il la regarda avec étonnement, puis sourit timidement en goûtant la glace. Le soleil sembla moins cruel pendant un instant. Claire s'assit à côté de lui, satisfaite. « Tu t'appelles comment ?» demanda-t-il entre 2 coups de langue. Elle hésita, puis haussa simplement les épaules avec un sourire. Elle n'avait pas envie d'expliquer. Il n'avait pas besoin de savoir. Après quelques minutes, elle se leva, remit sa boîte vide dans sa sacoche et s'éloigna lentement, sans se retourner. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce petit geste allait changer le cours de sa vie. Le lendemain matin, la chaleur pesait toujours sur Paris comme une couverture mouillée qu'on ne pouvait pas retirer. Les rues sentaient la poussière et les gaz d'échappement, et même les vendeurs à la sauvette avaient ralenti le rythme. Claire, encore affamée de la veille, s'était réveillée près de la Seine, roulée dans une couverture volée à un hôtel qui avait jeté ses vieux linges. Elle se frotta les yeux, remit ses chaussures trop grandes et reprit la direction du jardin du Luxembourg. C'était, malgré tout, le seul endroit où elle se sentait presque en sécurité. Elle n'espérait pas y revoir le garçon. Ce genre de rencontre, dans sa vie, était éphémère comme des bulles de savon, belles, fragiles et vouées à éclater. Mais en s'installant sur le même banc, une étrange sensation s'empara d'elle. Comme si quelque chose était suspendu dans l'air, invisible mais imminent. Elle sortit un morceau de pain rassis de son sac et commença à le grignoter,
quand soudain une silhouette surgit dans son champ de vision. Un homme grand, vêtu d'un costume noir impeccable malgré la chaleur, traversait lentement l'allée. Il tenait à la main une feuille de papier. Ce n'était pas un promeneur ni un fonctionnaire. Il avait une démarche trop déterminée, trop ciblée. Il s'approcha d'un vendeur ambulant et lui montra la feuille. Claire plissa les yeux. C'était une photo. Le vendeur secoua la tête, puis désigna une autre direction. L'homme remercia, poliment repartit, s'arrêta devant une vieille dame sur un banc, recommença. À chaque fois, il posait une question, montrait la photo, écoutait la réponse et continuait. Claire sentit son cœur accélérer. Elle ne comprenait pas encore, mais un instinct profond lui disait de faire attention. Elle se leva discrètement, resserrant la sangle de son sac, prête à filer si nécessaire. L'homme n'était plus qu'à quelques bancs lorsqu'un mot la figea dans son élan. Claire. Ce n'était pas crié, juste dit à mi-voix, mais avec une telle précision qu'elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se cacha rapidement derrière un arbre observant. L'homme venait de montrer la photo à une femme qui vendait des bracelets en tissu. Celle-ci, après avoir regardé attentivement, hocha doucement la tête et pointa du doigt le chemin où Claire s'était souvent assise. La panique monta. Elle fit un pas en arrière, prête à fuir, mais dans sa précipitation, elle heurta à quelqu'un. Un parfum floral, des mains douces qui la retinrent par les épaules, une voix calme mais ferme. « Doucement, ma chérie, personne ne va te faire de mal. » Claire leva les yeux. Devant elle se tenait une femme d'un certain âge, élégante comme une peinture ancienne, un collier de perles parfait autour du cou, des gants blancs malgré l'été, et un chapeau délicat posé sur des cheveux gris argentés. Tout en elle respirait une noblesse tranquille. Claire voulut se débattre, mais la femme tenait ses bras sans brutalité, comme une grand-mère qui tente de rassurer un enfant. « C'est toi, c'est bien toi, n'est-ce pas? Celle qui a offert un sorbet à mon petit-fils hier ?» Claire, bouleversée, ne répondit pas. Elle chercha autour d'elle une issue, mais tout semblait figé. L'homme en costume s'approchait maintenant, s'arrêtant à quelques pas, visiblement soulagé. La vieille dame lui fit un signe discret, puis se tourna de nouveau vers Claire. « Je m'appelle Geneviève. Geneviève de la Roche. » Claire fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait rien. Mais quelque chose dans le ton de la femme, dans son regard doux mais ferme, la dissuada de fuir. « Mon petit-fils, Louis, a beaucoup parlé de toi hier soir. Il n'a pas arrêté. C'était la première fois depuis des mois qu'il racontait sa journée avec autant de détails. » Claire baissa les yeux. Elle ne savait quoi dire. Tout cela lui semblait irréel, comme un rêve étrange dont elle voulait se réveiller. Geneviève poursuivit « Viens avec moi. Juste un instant. Je t'invite à prendre un goûter dans une boulangerie pas loin. Rien d'extravagant. Nous parlerons un peu. Tu peux partir ensuite si tu le veux. » Claire hésita longuement. Elle était habituée à la méfiance, à dire non avant même d'écouter. Mais le regard de la femme n'avait rien d'agressif. Il y avait de la tendresse, une sorte de reconnaissance sincère. Et l'idée d'un vrai repas? Elle hocha la tête lentement. Ils marchèrent en silence jusqu'à une boulangerie au volet vert, discrète mais charmante. À l'intérieur, l'odeur du pain chaud et des croissants frais enveloppa Claire, comme une couverture. Elle s'assit à une petite table ronde, pendant que Geneviève commandait 2 chocolats chauds et des brioches. Lorsqu'elles furent asservies, Claire n'attendit même pas l'invitation. Elle mordit dans la brioche comme une louve affamée. Geneviève la regardait sans un mot, un léger sourire aux lèvres. Puis, doucement, elle posa sa tasse et dit « Ça, ce que tu as fait hier, tu ne peux pas savoir combien cela a compté. Louis est un enfant très particulier. Il ne parle à personne. Il ne fait pas confiance. Et pourtant, avec toi... » Claire releva la tête, les miettes encore sur les lèvres. Quelque chose dans les yeux de la femme avait changé. Elle n'était plus seulement reconnaissante. Il y avait une intensité nouvelle, une émotion contenue. Tu lui as offert un moment de paix, un peu d'enfance, sans savoir qui il était. Un silence. Puis elle ajouta, presque à voix basse, « Tu mérites de savoir à qui tu as tendu la main. » Le soleil descendait lentement sur Paris, projetant des lueurs orangées sur les façades haussmanniennes. Après leur goûter à la boulangerie, Claire avait remercié Geneviève avec une sincérité maladroite. Elle s'était ensuite éclipsée, refusant poliment toute autre proposition. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui donne sans attendre quelque chose en retour. Mais cette femme, il y avait chez elle une manière de parler, une écoute,
qui troublait Claire bien plus que le luxe ou les brioches sucrées. Elle retourna vers le jardin du Luxembourg, comme attirée par une force invisible. Les enfants jouaient encore. Les touristes prenaient leurs dernières photos. Claire s'installa de nouveau sur son banc habituel, là où tout avait commencé. Elle sortit sa boîte rouillée, désormais vide, et la fixa longuement. L'image du garçon au foulard bleu lui revenait sans cesse. Louis. Elle n'avait jamais su comment les enfants riches vivaient, mais ce petit n'était pas comme les autres. Il avait ce regard triste, lointain, comme s'il cherchait quelque chose qu'on ne lui avait jamais donné. Un bruit de pas précipité la tira de ses pensées. En relevant la tête, elle aperçut à nouveau l'homme au costume sombre. Mais cette fois, il ne cherchait plus. Il savait exactement où il allait, et il marchait droit vers elle. Claire bondit sur ses pieds, prête à fuir, mais il leva les mains en signe de paix. Il n'était pas vieux, peut-être une quarantaine d'années, bien rasé, regard perçant. Une oreillette dépassait de son col. « Mademoiselle Claire », dit-il, d'un ton neutre, presque respectueux. Elle recula d'un pas. Il ne s'agissait pas d'un simple promeneur, ni même d'un policier. Cet homme, c'était une pièce d'un autre monde, d'un échiquier qu'elle ne connaissait pas. « Je ne veux rien de vous », dit-elle rapidement. « J'ai rien volé. » Il secoua la tête. « Personne ne vous accuse de rien. Je suis ici à la demande de la famille de La Roche. » Claire fronça les sourcils. Ce nom revenait encore. Geneviève, Louis, et maintenant cet homme. « Le jeune Louis a parlé de vous toute la soirée, continua-t-il. Il souhaite vous revoir. »« Il va bien ?» demanda-t-elle malgré elle. L'homme acquiesça. « Très bien, mieux qu'hier. Grâce à vous, apparemment. » Claire ne répondit pas. Elle ne savait pas quoi faire. Ce genre d'histoire n'arrivait pas aux filles comme elle. Elle avait appris que l'aide avait souvent un prix, et elle n'était pas prête à vendre sa liberté pour un merci. « Je peux vous raccompagner si vous le souhaitez, » proposa-t-il. « Madame de La Roche a demandé qu'on veille à votre sécurité. » Ce mot « sécurité » résonna étrangement. Il y avait si longtemps qu'elle n'en avait pas ressenti. Peut-être jamais. Elle fit non de la tête rapidement. « Je vais bien toute seule. » L'homme hocha la tête avec un respect presque militaire. « Très bien, mais si vous changez d'avis, voici ma carte. » Il tendit un petit carton crème. Dessus, un nom. Antoine Lemoine, sécurité privée, famille de La Roche. Elle le prit sans répondre, juste pour qu'il parte. Et il s'éloigna sans insister, sans tourner le dos, comme s'il gardait un œil sur elle même de loin. Claire resta là encore un moment, les doigts crispés autour de la carte, le regard perdu entre les statues du jardin. Elle se sentait soudain déracinée, comme si sa réalité, aussi dure qu'elle soit, était en train de se fissurer. La nuit tombait lorsqu'elle décida de se déplacer. Elle avait besoin de retrouver ses repères, ses cachettes. Mais à peine avait-elle tourné au coin de la rue que son épaule heurta violemment une silhouette. « Oh, pardon !» Claire recula, prête à crier ou à courir, mais la personne devant elle ne semblait pas hostile. C'était une femme, bien habillée, un sac à main chic au bras, des cheveux soigneusement attachés. Elle paraissait sortie d'un roman bourgeois. Mais ce n'était pas son apparence qui choqua Claire, c'était ses yeux. Il y avait dans ce regard une reconnaissance instantanée. Pas de peur, pas de mépris, juste une étrange surprise. « Toi », murmura la femme. « Tu es... » Elle s'interrompit, comme si elle cherchait à se rappeler un détail. Puis, doucement, elle toucha l'épaule de Claire, cette même épaule qu'elle avait heurtée, et dit avec une douceur presque irréelle, « Tu es la petite qui a offert une glace à mon Louis. » Claire ne savait plus quoi penser. Elle avait été repérée encore une fois par une autre personne liée à ce mystérieux garçon. « Je suis sa grand-mère », ajouta-t-elle, comme pour combler le silence. « Geneviève m'en a parlé, mais je voulais te voir par moi-même. » Claire resta figée. La femme sourit doucement. « Tu dois avoir peur. Moi aussi, je serais méfiante à ta place. Mais tu n'as rien à craindre. Je ne suis là que pour te parler. » Elle sortit un billet de son sac. « Viens, on va s'asseoir quelque part. Tu as mangé ?» Claire secoua la tête. « Alors c'est réglé. Ce soir, tu dînes avec moi. » Le restaurant était petit, feutré, à 2 pas de la place Saint-Sulpice. Rien de clinquant, mais chaque détail respirait la précision. Nappe, planche parfaitement repassée, chandelier discret, serveur en veston sombre aux gestes mesurés. Claire hésita sur le seuil, refusant d'entrer. Elle avait toujours mangé dehors, sur les marches, dans les recoins, jamais à une table où l'on vous servait. Mais la femme au collier de perles,
qui s'était présentée simplement comme Camille, lui avait doucement pris la main. « Tu es mon invité. Tu n'as rien à prouver, rien à cacher non plus. » Il y avait dans sa voix une assurance tranquille, comme si le monde tournait à un rythme qu'elle maîtrisait sans effort. Claire, pourtant méfiante par nature, sentit un apaisement étrange. Elle la suivit. Une fois assise, Camille commanda sans consulter la carte. Soupe froide de courgettes, pain de campagne grillé, filet de volaille, tarte fine aux pommes. Claire resta silencieuse, observant les gestes gracieux de la femme, son maintien, son regard clair. « Tu n'as pas besoin de parler, » dit Camille doucement, comme si elle lisait ses pensées. « Mange. On discutera après. » Claire obéit. La soupe, fraîche et légèrement citronnée, lui parut être un festin. Elle enchaîna sans retenue, vidant chaque assiette avec une hâte contenue. Camille ne dit rien, si ce n'est un sourire discret lorsqu'elle vit la jeune fille racler la dernière miette de tarte. Quand le serveur débarrassa, Camille croisa les doigts devant elle. « Tu as rencontré Geneviève hier. Elle t'a plu ?» Claire haussa les épaules. « Elle était gentille, différente. Elle est exigeante, parfois sévère, mais son cœur est vaste, surtout avec Louis. » À la mention du nom, Claire redressa un peu la tête. « Tu tiens à lui ?» demanda Camille sans détour. Claire hésita. Elle ne savait pas nommer ce qu'elle avait ressenti. Ce n'était pas de l'attachement comme avec ses rares amis de rue, c'était autre chose, quelque chose d'instinctif. Il était triste, comme moi. Je voulais juste qu'il sourie. Camille hocha lentement la tête, visiblement touchée. Il a beaucoup changé depuis hier. Il parle, il rit, il t'imite même. Claire eut un léger sourire. Puis elle baissa les yeux. Pourquoi moi? Il est riche, non? Il pourrait avoir n'importe qui. Justement, répondit Camille. Il a tout, sauf l'essentiel, la spontanéité, la confiance, ce qu'il a trouvé chez toi. Un silence s'installa. Puis Camille sortit une petite enveloppe de son sac. Je vais être direct. Je ne veux pas t'acheter, Claire. Je veux seulement t'offrir quelque chose. Louis parle de toi comme d'une amie. Et nous, sa famille, aimerions que tu restes un peu près de lui. Claire fronça les sourcils. Pas pour toujours, juste quelques jours. Viens chez nous. Louis se sentira mieux. Et toi, tu auras un toit, un lit, de quoi manger. Aucun engagement. Tu es libre de partir quand tu veux. Oh. Elle glissa l'enveloppe sur la table. Claire ne la toucha pas. C'est quoi? Une avance au cas où tu accepterais. Et une adresse. Claire détestait cette sensation de ne plus contrôler. Tout allait trop vite. Pourtant, il y avait dans les mots de Camille une proposition différente. Pas une obligation, pas une dette, juste une porte entr'ouverte. Elle prit l'enveloppe, la fourra dans sa poche, puis d'une voix basse, « Je réfléchirai. » Camille acquiesça. « Réfléchis, mais sache que tu n'es pas seule, pas avec nous. » En sortant du restaurant, l'air du soir semblait plus doux. Claire s'éloigna sans se retourner. Ses pas la menant sans y penser vers le jardin du Luxembourg. Elle s'assit sur son banc, ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, quelques billets et une carte avec un nom, une adresse. 8 avenue Montaigne. Elle resta là longtemps, la carte entre les doigts, jusqu'à ce que les lampadaires s'éteignent un à un. Le matin se leva sur Paris avec une lumière plus douce, comme si la ville elle-même voulait ménager les âmes fatiguées. Claire s'éveilla lentement, le dos endolori par la dureté du sol près du quai Voltaire. Elle sortit l'enveloppe de sa poche, la regarda longtemps, puis releva la tête vers le ciel. Une journée sans nuages, sans promesse non plus. Pourtant, quelque chose en elle bougeait. Un pressentiment qu'elle ne savait nommer. Elle prit le métro en direction des Champs-Élysées. Le ticket qu'elle avait trouvé la veille dans une poubelle semblait soudain destiné à ce trajet précis. Arrivée à l'avenue Montaigne, elle hésita devant les portails en fer forgé. Le numéro 8 était bien là. Derrière, une allée bordée d'arbres taillés avec une précision irréelle. Au bout, une maison immense mais élégante, sans ostentation. Murs clairs, grandes fenêtres, balcon en fer forgé. Claire inspira profondément. Un interphone. Elle appuya sur le bouton. Une voix répondit presque aussitôt. « Oui, c'est Claire. » Un silence. Puis, « Attendez. » Le portail s'ouvrit dans un léger grincement. Claire entra.
À peine arrivée à la porte, celle-ci s'ouvrit sur Geneviève, souriante, toujours impeccable. « Tu es venue, dit-elle simplement. Claire hocha la tête, sans savoir si c'était une affirmation ou une excuse. « Louis est dans le jardin, ajouta Geneviève. Mais avant cela, j'aimerais te montrer quelque chose. » Elle la guida à travers un long couloir décoré de tableaux anciens jusqu'à un petit salon où Camille les attendait. Sur la table basse, une photographie encadrée. Louis, en tenue de cérémonie, entre Geneviève et un homme que Claire ne connaissait pas. « C'est Étienne, dit Camille, le père de Louis. Mon fils. » Claire regarda le cadre sans oser le toucher. « Il est en déplacement. Mais il rentre. Ce soir, il voudra te rencontrer. » Elle sentit une tension dans l'air. Ce nom, ce visage sérieux. Elle devina sans mal qu'il serait moins chaleureux que les deux femmes. Geneviève s'assit et posa calmement les mains sur ses genoux. « Claire, nous voulons te dire quelque chose d'important. Et il faut que tu saches que ce que tu as fait pour Louis est exceptionnel. Pas parce que tu lui as offert une glace, mais parce que tu l'as vu, vraiment vu, sans savoir qui il était. » Claire serra les poings sur ses genoux. « Et qui? Il est alors ?» demanda-t-elle enfin. Camille échangea un regard avec Geneviève, puis cette dernière répondit « Louis s'appelle Louis de la Roche. Il est le fils d'Étienne de la Roche. » Le nom tomba comme une pierre dans un étang calme. Claire ne réagit pas tout de suite. « Je suis censée savoir ce que ça veut dire. » Geneviève eut un sourire doux. « Le nom de la Roche est très connu en France. Mon fils dirige l'un des plus grands groupes industriels du pays. Immobilier, médias, technologie. » Claire resta silencieuse. Louis est son seul enfant, et il n'a jamais eu d'amis, pas vraiment. Il est méfiant, replié. Depuis que sa mère est morte, il est devenu encore plus silencieux. Le mot « morte » résonna dans la pièce. Claire se redressa un peu. « Sa mère est morte ?» Camille acquiesça. Il avait 3 ans. Un autre silence. Claire sentit une étrange chaleur dans la poitrine. Ce garçon, si seul, si triste. Il n'était pas seulement riche, il était brisé. C'est pour ça qu'il est comme ça. Exactement, dit Geneviève. Et toi, tu as été la première personne à lui faire confiance sans rien attendre. Il ne t'a pas vu comme une menace. Il s'est senti libre. Claire baissa les yeux. C'est rien ce que j'ai fait, c'était juste un sorbet. Ce n'était pas rien pour lui. Camille s'approcha, posa une main légère sur son épaule. C'est pour ça qu'on t'a invité ici. Pas pour te remercier, pas pour te récompenser, mais parce que Louis a besoin de toi. Et nous pensons que tu pourrais peut-être trouver ici quelque chose que tu n'as jamais eu. Comme quoi, murmura Claire, un foyer. Ce mot fit trembler quelque chose en elle. Elle se leva brusquement. Je dois aller voir Louis. Geneviève ne tenta pas de la retenir. Il est dans le jardin, vas-y. Claire traversa la maison à pas rapide, sortit dans le jardin. L'herbe y était d'un vert irréel, les arbres parfaitement alignés. Et là, près d'un petit bassin, Louis, assis, jouait avec une barque miniature. Il leva les yeux, et en la voyant, son visage s'éclaira. « Claire !» Elle s'approcha hésitante. Il lui tendit la barque. « Regarde, elle flotte encore. » Claire s'assit à côté de lui. « Tu m'attendais ?» Il hocha la tête. « Je savais que tu viendrais. » Elle ne dit rien. Elle regarda l'eau, la barque, le ciel, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était plus seulement de passage. Le vent soufflait doucement sur le jardin, portant avec lui les parfums du chèvrefeuille et de l'herbe fraîchement coupée. Claire, assise près de Louis au bord du bassin, ne disait rien. Elle observait le garçon jouer avec sa barque comme si elle était l'unique chose importante au monde. Autour d'eux, le calme était presque irréel, trop propre, trop ordonné pour ressembler à ce qu'elle connaissait. Et pourtant, il y avait une paix dans cet endroit qu'elle ne pouvait pas nier. Louis, concentré, fit naviguer son petit bateau entre les rochers décoratifs du bassin, puis s'arrêta pour regarder Claire. « Tu restes ?» demanda-t-il avec une candeur désarmante. Claire sourit faiblement. « Je ne sais pas encore. » Il réfléchit une seconde, puis ajouta « Si tu restes, je peux te montrer ma cabane. Elle est secrète. Même papa n'a pas le droit d'y aller. » Le mot « papa » résonna d'une manière particulière. Claire se rappelait le regard grave de l'homme sur la photo dans le salon. Étienne de la Roche. L'image d'un père austère, trop distant pour comprendre un garçon comme Louis. Peut-être que ce dernier avait trouvé en elle ce qu'il ne trouvait pas là.
On verra, dit-elle, tentant de garder une certaine distance. Mais Louis la regarda longuement, puis, sans prévenir, posa sa petite main sur la sienne. « Moi, j'espère que tu restes. » Plus tard dans l'après-midi, Camille la rejoignit au jardin, tandis que Louis était parti avec une gouvernante. Elle s'assit sur un banc en fer forgé, croisa les jambes et fixa Claire avec une expression indéchiffrable. « Ah, t'adore déjà !» Claire détourna le regard. « Je ne suis pas sûre de pouvoir rester ici. » Camille inclina la tête. « C'est ton droit. Mais laisse-moi te dire ce que nous proposons. Rien de plus. » Elle prit une enveloppe de son sac, différente de celle de la veille. « Ce ne sera pas éternel. Nous te demandons simplement de rester quelques jours. Pour Louis. Pour l'aider à se sentir moins seul. En échange, tu auras une chambre, des repas, des vêtements, des soins médicaux si tu en as besoin. Et surtout, la liberté de partir quand tu le souhaites. » Claire ouvrit la bouche pour protester, mais Camille leva la main. « Pas de piège, pas d'obligation. Et si tu préfères, tu peux rester sans que personne ne le sache. Pas besoin de parler aux journalistes, ni aux curieux. Tu ne dois rien à personne. » La jeune fille sentit un poids étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas l'offre qui l'inquiétait. C'était ce qu'elle risquait de perdre si elle disait oui. Son autonomie, sa capacité à survivre seule, son monde, aussi dur soit-il. Mais en regardant la maison, en pensant à Louis, à cette sensation étrange de repos, elle sentit une faille s'ouvrir dans ses certitudes. « D'accord, » murmura-t-elle, « mais juste pour quelques jours. » Camille ne sourit pas tout de suite. Elle hocha lentement la tête, comme si elle acceptait un pacte silencieux. « Très bien, nous respecterons ta décision. » Ce soir-là, Claire découvrit sa chambre. Des draps blancs, un lit moelleux, une petite bibliothèque, une fenêtre, donnant sur le jardin. Elle n'avait jamais dormi dans un endroit pareil. Elle s'allongea sans enlever ses chaussures, par habitude, mais le confort la désarma rapidement. Une employée de maison frappa doucement à la porte, lui tendit des vêtements propres, un pyjama, une trousse de toilette. « Le dîner est à 20h, mademoiselle Claire. » Le mot « mademoiselle » la fit presque rire. Elle ferma la porte, se changea, puis se regarda dans le miroir. Ses cheveux emmêlés, ses joues creusées, ses yeux fatigués. Et pourtant, elle se voyait autrement, moins fragile, plus réelle. À table, le dîner se déroula dans la grande salle à manger. Geneviève et Camille étaient présentes, mais pas Étienne. Louis, vêtu d'une chemise trop large pour lui, se tenait droit comme s'il voulait impressionner Claire. Il lui lança un clin d'œil maladroit quand elle s'assit à côté de lui. « T'as vu? Je me tiens bien. » Elle sourit. Les plats s'enchaînèrent. Claire mangeait lentement, comme si elle craignait que tout disparaisse à tout instant. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la serve, encore moins qu'on la traite comme une invitée. Mais ce qui la troubla le plus, ce ne fut ni la nourriture, ni le luxe. C'était le silence. Un silence respectueux, attentif. Personne ne la pressait, personne ne la jugeait. En montant se coucher, elle croisa Camille dans le couloir. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, ta chambre est juste à côté de celle de Louis. Tu n'es pas seule. » Claire entra dans sa chambre, ferma doucement la porte et s'assit sur le lit. Elle ouvrit sa boîte rouillée, sortit ce qui restait de ses trésors, un bout de ficelle, un bouton doré, une photo déchirée et un petit collier en argent terni. Elle le contempla longuement, puis le passa autour de son cou. Elle n'était plus dans la rue, mais elle n'avait pas encore trouvé sa place ici non plus. Le lendemain, Paris se réveilla dans une fraîcheur inattendue. Un vent léger passait entre les rideaux de la chambre de Claire, soulevant doucement le tissu comme une main invisible. Elle s'éveilla lentement, son regard se posant sur le plafond immaculé, puis sur les murs clairs. Pendant quelques secondes, elle oublia où elle était. L'odeur du savon, la texture douce du drap, le silence paisible. Tout cela n'avait rien à voir avec les matins qu'elle connaissait. Elle se leva, enfila les vêtements laissés sur le fauteuil, un jean neuf, un pull beige, puis ouvrit la fenêtre. Le jardin en contrebas était encore humide de rosée. Louis courait déjà entre les haies, poursuivi par un chien au pelage caramel. Il leva la tête en l'apercevant. « Claire, viens, il veut te connaître. » Elle sourit sans répondre. Elle avait encore du mal à croire que tout cela était réel. Plus tard, dans la matinée, une gouvernante lui présenta un emploi du temps. Pas imposé, mais proposé. Petit déjeuner, promenade, un moment de lecture, déjeuner,
repos. Tout était organisé, précis, poli. Claire accepta certaines activités, en refusa d'autres. Elle sentait qu'on testait ses limites, sans jamais les franchir. Mais quelque chose dans cette douceur constante commençait à l'inquiéter. Au déjeuner, Louis parla sans arrêt, de ses jouets, de ses rêves, de l'école qu'il n'aimait pas. Claire l'écoutait avec un mélange d'amusement et de méfiance. Elle ne savait pas encore s'il voyait en elle une amie ou une parenthèse, peut-être les deux. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que la tension monta discrètement. Un majordome frappa à sa porte. « Mademoiselle Claire, monsieur Étienne est rentré. Il vous attendra au dîner ce soir. » Claire sentit une crispation dans son ventre. Elle se souvenait du portrait dans le salon, un regard froid, une droiture presque militaire. Elle n'avait pas peur des adultes, mais elle détestait ceux qui la regardaient comme un dossier à régler. Le soir venu, elle se prépara lentement. Elle choisit une robe simple, claire, propre, trop grande pour elle mais confortable. Elle se brossa les cheveux, hésita longuement devant le miroir, puis descendit. Dans la salle à manger, tout était en place. Geneviève et Camille étaient déjà installées, élégantes, sans ostentation. Louis attendait, plus nerveux qu'à l'accoutumée, et puis il entra. Étienne de la Roche, grand et lancé, le visage dur, les tempes grisonnantes. Son costume impeccable, sa montre discrète mais précieuse. Il salua tout le monde d'un ton calme, puis posa les yeux sur Claire. Elle soutint son regard sans baisser les yeux. « Mademoiselle Claire, enchantée. » Sa voix était grave, posée, presque trop lente. « Bonjour, » répondit-elle simplement. Ils s'assirent. Le repas commença dans un silence tendu. Louis tenta quelques histoires, mais Étienne se contentait de hochements de tête. Claire mangeait peu, trop consciente de chaque geste, de chaque regard. Étienne lui posait parfois des questions. D'où venait-elle? Depuis combien de temps vivait-elle dans la rue? A-t-elle de la famille? Elle répondit honnêtement, mais brièvement. « Et tu n'as jamais été prise en charge par les services sociaux ?» Claire haussa les épaules. « J'ai essayé, mais ça dure jamais. » Camille intervint doucement. « Claire a survécu seule pendant 2 ans. C'est déjà beaucoup. » Étienne hocha la tête. « Je vois. » Mais dans ses yeux, Claire lut autre chose. Un doute, une méfiance, comme s'il cherchait la faille. Elle n'en était pas offensée. Elle y était habituée. Mais ici, dans cette maison, avec ces femmes qui l'avaient accueillie sans condition, cela la piqua. Elle reposa sa fourchette. « Je sais ce que vous pensez, que je suis ici pour profiter, que je suis une menteuse. » Le silence se fit plus lourd. Étienne la regarda droit dans les yeux. « Je pense que vous êtes ici parce que mon fils s'est attaché à vous et que je dois veiller à ce que son équilibre ne soit pas mis en danger. » Claire ne répondit pas. Elle baissa les yeux, non par soumission, mais par fatigue. Elle comprenait. Elle aurait pensé pareil à sa place. Et pourtant, une part d'elle aurait voulu qu'il voie autre chose. Qu'il voie qu'elle n'était pas une menace, juste une fille fatiguée d'être seule. Après le dîner, alors qu'elle montait dans sa chambre, elle passa devant le bureau d'Étienne. La porte était entr'ouverte. Elle entendit sa voix au téléphone. « Oui, trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur elle. Origine, parents, dossiers sociaux, tout. » Elle s'éloigna rapidement, le cœur battant. Dans sa chambre, elle se coucha tout habillée, les yeux ouverts dans l'obscurité. Le doute d'Étienne l'avait frappée plus fort que prévu. Le lendemain matin, un silence inhabituel régnait dans la maison. Claire se leva tôt, trop tôt, incapable de dormir après ce qu'elle avait entendu la veille. Elle s'habilla, machinalement croisa son reflet dans le miroir sans vraiment se voir. Dans sa poitrine, quelque chose de dur s'était formé. Pas de la colère, pas encore. Plutôt une vigilance glacée. En descendant, elle trouva une note posée sur la table de l'entrée. Petit déjeuner servi dans la véranda. Elle y alla lentement et trouva un plateau dressé avec soin. Pain grillé, confiture, jus frais, fruits découpés, mais aucun visage familier. Ni Camille, ni Geneviève, ni Louis. Elle mangea peu, l'esprit ailleurs. Lorsqu'elle sortit, dans le jardin, une jeune femme l'attendait. « Bonjour Claire, je m'appelle Sophie. Je suis là pour t'accompagner aujourd'hui. » Claire la dévisagea. Sophie était polie, souriante, mais son regard trop fixe et ses gestes trop précis lui rappelèrent ceux des éducateurs qu'elle avait fuis dans les foyers. Elle hocha la tête, sans répondre. La journée s'écoula dans une routine curieusement calibrée.
Visite de la bibliothèque privée, séance de dessin dans l'atelier vitré, promenade encadrée dans le quartier. À chaque étape, quelqu'un l'observait. Un majordome qui passait trop souvent. Une employée qui rangeait sans raison là où elle se trouvait. Même le jardinier qui n'avait pas dit un mot semblait écouter. Le déjeuner fut pris seul. Louis, selon Sophie, avait une séance avec un orthophoniste. Claire n'y crut pas. Quelque chose avait changé depuis le dîner. Elle n'était plus une invitée. Elle était une variable à contrôler. L'après-midi, on lui proposa un entretien informel avec un psychologue partenaire de la famille. Claire refusa net. Sophie insista à peine, nota quelque chose sur un carnet. En fin de journée, elle demanda à voir Louis. On lui répondit qu'il était fatigué, qu'il dormirait tôt. Elle se douta qu'on l'éloignait volontairement. Elle retourna dans sa chambre, le ventre noué. Au dîner, seule Geneviève était présente. Son visage restait aimable, mais son ton avait changé. Plus prudent, presque distant. « Tu t'habitues bien ?» demanda-t-elle. Claire haussa les épaules. « J'essaie. Nous sommes heureux de t'avoir ici, mais tu comprends qu'il nous faut apprendre à te connaître. » Claire la fixa longuement. « C'est pour ça qu'on me surveille toute la journée. » Geneviève ne répondit pas tout de suite, puis calmement, « Louis est un enfant sensible. Sa stabilité est notre priorité. »« Tu et moi ?» demanda Claire. « Je suis quoi ici, un projet, une expérience ?» Geneviève posa sa serviette avec soin. « Non, tu es une fille courageuse, mais tu viens d'un monde que nous ne connaissons pas. Et c'est cela qui nous fait peur. » Claire se leva sans finir son assiette. « Moi aussi j'ai peur, mais pas de vous, de redevenir invisible. » Elle sortit, la gorge serrée. Ce soir-là, elle ne monta pas directement dans sa chambre. Elle se glissa dans le couloir, menant au bureau d'Étienne, vide, la porte entr'ouverte. Sur le bureau, des papiers, un dossier au nom de Claire B. Elle n'osa pas y toucher. Elle se contenta de regarder un instant la photo de famille posée là. Étienne, Louis bébé, une femme blonde au regard doux. Elle quitta la pièce, à pas feutrés, et remonta dans sa chambre. Assise sur le lit, elle ouvrit la petite boîte où elle gardait ses objets. Parmi eux, le collier de sa mère, un pendentif en argent usé mais intact. Elle le tourna dans ses doigts, le regard absent. Puis elle le retourna, un geste qu'elle faisait rarement. Cette fois, elle y prêta attention. Très fine, presque effacée, une gravure. B, 12 avril. Son cœur s'arrêta une seconde. Elle n'avait jamais compris cette lettre. Elle croyait que c'était pour Belle. Mais soudain, elle pensa à autre chose. Une initiale, un nom. Elle ouvrit brusquement son sac et fouilla jusqu'à retrouver une vieille photo abîmée, sa mère, souriante, tenant un bébé. Derrière, un mot écrit à la main. « Pour ma Claire, avec tout mon amour, maman. » Rien de plus. Mais une pensée s'imposa. Et si son nom de famille n'avait jamais été celui qu'on lui avait donné? Et si B n'était pas un ornement, mais un lien? Elle pensa à la phrase d'Étienne au téléphone. « Trouvez-moi tout sur elle. » Claire comprit qu'elle n'était pas seulement testée. Elle était fouillée, disséquée. Et cela réveilla en elle une colère froide. Elle n'avait jamais eu de réponse sur sa mère, juste des silences, des absences. Si ces gens voulaient la connaître, alors peut-être qu'eux aussi devaient entendre sa vérité. Le lendemain matin, Claire n'attendit pas le petit déjeuner. Elle s'habilla rapidement, prit sa sacoche et descendit sans bruit les escaliers de service. La maison était encore endormie, ou du moins le semblait. Elle évita les couloirs principaux, longea le mur du jardin et passa discrètement par une petite porte arrière qu'elle avait repérée les jours précédents. Une fois dans la rue, elle respira profondément, comme si elle recouvrait une part d'elle-même restée étouffée dans les draps trop propres. Elle marcha longtemps, ignorant la douleur dans ses pieds, les regards curieux des passants. Elle ne savait pas encore exactement où elle allait, mais son corps la guidait, portée par une certitude qu'elle ne comprenait pas encore. Ce n'est qu'en arrivant près de la station Châtelet qu'elle ralentit. Elle connaissait bien les souterrains, les recoins, les endroits où on pouvait s'asseoir sans être chassé trop vite. Elle descendit vers les quais, puis bifurqua vers une petite sortie dérobée, menant à une zone désaffectée de la station. Là, assis sur un tapis sale, un garçon d'environ 17 ans jouait de l'harmonica. Il leva les yeux en la voyant. « Claire ?» Elle sourit malgré elle. « Salut, Momo. » Il posa son instrument, surpris. «
On disait que t'avais disparu, que t'étais morte même. Presque, répondit-elle en s'asseyant à côté de lui. Ils restèrent silencieux un moment, puis elle raconta. Pas tout, mais l'essentiel. Louis, la glace, la maison, les regards soupçonneux. Momo l'écouta sans l'interrompre. Et maintenant, il fouille en ma vie, conclut-elle. Et moi, j'ai que des bouts, des objets, des souvenirs. Rien de solide. Momo fronça les sourcils. Tu parles de ton collier? Elle hocha la tête, le sortant de sa poche. Il le regarda longuement. Tu sais que je l'ai vu, ce B, déjà. Elle se tourna vers lui, surprise. Où? Dans une vieille photo qu'un type vendait à Clignancourt, un genre de brocanteur. Il disait que ça venait d'une affaire de famille bourgeoise, un truc louche. Je l'ai pas cru. Mais il y avait une femme avec un collier pareil. Claire sentit son cœur s'accélérer. Tu pourrais m'y emmener? Charles était encore l'aune. Ils partirent ensemble, montant dans un bus bondé, puis marchant à travers les allées encombrées du marché aux puces. Momo semblait connaître chaque vendeur, chaque détour. Finalement, ils arrivèrent devant un stand poussiéreux, rempli de cadres, de montres anciennes, de journaux jaunis. Un vieil homme les accueillit sans enthousiasme. « Je vous ai déjà dit, les mômes, il n'y a rien à voler ici. » Claire s'approcha sans se laisser intimider. « Vous aviez une photo d'une femme avec un collier en argent, un B gravé. Vous souvenez ?» L'homme la regarda un instant plissant les yeux, puis lentement il fouilla dans une caisse en bois. Il en sortit une photographie abîmée, protégée par une pochette plastique. Claire la saisit. Son souffle se coupa. C'était sa mère. Pas une ressemblance vague. C'était bien elle. Plus jeune, plus élégante, vêtue d'une robe claire. À son cou, le même collier. À ses côtés, un homme qu'elle ne connaissait pas. Mais ce n'était pas ce qui frappa le plus Claire. C'était le lieu. Derrière eux, un portail en fer forgé. Le même que celui de l'avenue Montaigne. Elle retourna la photo. Une date, un nom. Isabelle Beaumont, été 2009. Beaumont, la lettre B, le collier. Tout commençait à s'aligner. Momo la regarda inquiet. « Claire, t'as dit que tu t'appelais comment ?»« On m'a toujours appelé Claire, mais je crois que ce n'est pas tout. » Elle paya le vendeur avec un billet froissé qu'elle avait gardé de la maison, puis s'éloigna sans attendre. Tout dans sa tête tourbillonnait. Le nom Beaumont, la photo, sa mère dans ce même lieu qu'on lui avait ouvert quelques jours plus tôt comme à une étrangère. Et si elle n'en était pas une? Elle retourna à pied, le cœur battant, tenant la photo comme un talisman. À la grille de la maison, elle n'attendit pas qu'on l'ouvre. Elle appuya, fort, sur l'interphone. « C'est Claire. J'ai besoin de parler à Étienne. Maintenant. » Le portail s'ouvrit lentement, mais cette fois Claire ne ressentit ni crainte ni hésitation. Elle entra d'un pas ferme, la photo serrée dans sa main, le collier contre sa poitrine. La maison semblait figée dans une lumière d'après-midi, dorée, mais à ses yeux, tout paraissait différent. Elle n'était plus une invitée. Elle était une question sans réponse. Et elle voulait comprendre. À l'entrée, un majordome s'approcha, surpris par son expression. « Mademoiselle Claire, où est Étienne ?» Il hésita, puis indiqua le bureau. Elle s'y dirigea sans attendre. La porte était entr'ouverte. Elle frappa une fois, puis entra. Étienne était là, debout, près d'une étagère, un dossier en main. En la voyant, il haussa un sourcil. « Tu es revenu ?»« Je ne suis pas parti, » répondit-elle. Il referma doucement le dossier et le posa sur le bureau. « Tu voulais me parler ?» Elle s'approcha, posa la photo devant lui. « Vous reconnaissez cette femme ?» Il prit l'image, l'examina longuement. Ses traits changèrent à vue d'œil. D'abord surpris, puis tendu, enfin immobile. « Isabelle, » murmura-t-il. « Je n'ai pas vu cette photo depuis des années. » Claire le fixa. « C'est ma mère. » Un silence, long, dense. Étienne releva les yeux. « Ton nom de famille? Tu le connais? » On m'a toujours appelé Claire, mais elle m'a donné ce collier. Elle le détacha, le lui tendit. Étienne le prit, l'observa attentivement, puis le retourna. Il pâlit. Beaumont. Il s'assit lentement, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Isabelle Beaumont était la fille de ma tante, une enfant difficile, indépendante. Elle est tombée amoureuse d'un homme que la famille n'acceptait pas. Ils ont disparu. Après un scandale familial, on pensait qu'ils s'étaient installés à l'étranger. Il leva les yeux vers Claire. On ne les a plus jamais revus.
Claire sentit sa gorge se nouer. Ma mère est morte quand j'avais 11 ans. Elle ne parlait jamais de sa famille, juste que c'était dangereux de revenir. Étienne passa une main sur son visage. Il paraissait plus vieux soudain. Si tu es bien sa fille, alors tu es une Beaumont. Il se leva, prit un téléphone, composa un numéro. Maman? Oui. Tu peux venir dans mon bureau, s'il te plaît. Quelques minutes plus tard, Geneviève entra, l'air préoccupé. Que se passe-t-il? Étienne tendit le collier. Claire, regarde bien ce collier. Geneviève s'en saisit, le retourna, lut la gravure. Son visage se figea. Elle porta la main à sa bouche. Impossible. Claire la regarda, incertaine. Geneviève murmura « Isabelle, ce collier c'est le même qu'elle portait quand elle a fui. » Un silence s'installa, lourd comme un aveu. Claire prit une inspiration tremblante. « Vous croyez que je mens? Que j'ai volé ce collier? Que j'ai inventé cette histoire ?» Geneviève s'approcha, posa les mains sur ses épaules. « Non, Claire, je te crois. Je vois Isabelle dans tes yeux. » Étienne reprit. « Si tout cela est vrai, alors tu es notre famille. » Claire secoua la tête. « Je ne veux pas faire partie de ce monde. Je voulais juste comprendre d'où je viens. » Geneviève s'agenouilla devant elle. « Tu n'as rien à prouver. Tu es ici chez toi, si tu le veux. » Mais Claire sentait une tempête en elle. Tout ce qu'elle croyait savoir venait de s'écrouler. Sa mère lui avait caché ses origines, et ces gens qu'elle avait crus inaccessibles portaient en eux une partie de son passé. Étienne se redressa. « Nous allons faire les vérifications, officiellement. Mais peu importe les résultats. Ce que tu as fait pour Louis, ce que tu es, tu n'as plus à te battre seul. » Claire serra le collier dans sa main. Pour la première fois, ce bijou n'était plus un souvenir douloureux. C'était une clé. Le soir même, la maison de la Roche était plongée dans un silence lourd. Claire était montée dans sa chambre après l'entretien avec Étienne et Geneviève, mais elle n'avait pas dormi. Les murs, le lit, les tapis épais, tout lui semblait soudain trop grand, trop ancien, trop chargé d'histoires qui n'étaient pas les siennes. Elle restait assise, le collier posé sur ses genoux, les yeux fixés sur la fenêtre. Paris brillait au loin comme un souvenir irréel. Vers minuit, une brise fraîche entra par la fenêtre entr'ouverte. Elle se leva, prit une couverture et descendit en silence. Le jardin, éclairé par quelques lanternes, semblait apaisé. Elle s'assit sous un arbre, enroulée dans le tissu, le regard perdu. Des pas légers s'approchèrent. Louis. Il portait son pyjama rayé et tenait une lampe de poche. « Je t'ai cherché », dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle sourit doucement. « Je ne dormais pas. » Moi non plus. Un silence confortable s'installa. Puis Louis demanda « Tu vas partir ?» Claire inspira lentement. « Je ne sais pas encore. » Il la regarda sérieux. « Papa dit que tu es peut-être de la famille. » Elle hocha la tête. « Tu veux qu'on soit une famille ?» demanda-t-il. La question la prit de court. Elle ne savait pas quoi répondre. Une part d'elle rêvait de ce lien. Une autre avait appris à ne dépendre de personne. Le lendemain, Geneviève organisa une rencontre dans le salon principal. Elle avait demandé à Camille d'être présente, ainsi qu'Étienne. Tous étaient assis en silence quand elle entra. « Claire, dit Geneviève avec douceur, nous avons fait quelques recherches. Les papiers officiels sont en cours, mais tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent confirme ton lien. Avec Isabelle Beaumont. » Claire ne répondit pas. Elle resta debout, les bras croisés. Camille se leva lentement, tenant une boîte en bois foncé. Elle l'ouvrit et en sortit une photo. « Voici ta mère et ma sœur, Pauline. Elles étaient inséparables avant que tout n'éclate. » Claire prit la photo, la regarda. Elle vit sa mère plus jeune, rayonnante, et une autre femme aux traits similaires, plus solennelle. Dans leurs yeux, une complicité qu'elle n'avait jamais connue. « Pauline était ma sœur cadette, » expliqua Geneviève. « Elle est morte dans un accident il y a 10 ans. Elle avait un fils, mais... » Elle s'interrompit. Camille reprit. « Ce fils a été adopté après l'accident. On n'a jamais su où. Il n'était qu'un bébé. » Claire sentit une étrange tension lui nouer le ventre. « Vous pensez que je pourrais le retrouver ?» Geneviève hocha lentement la tête. « Peut-être. Mais ce n'est pas ce que nous voulons te demander aujourd'hui. » Étienne se leva à son tour. « Tu as désormais un choix. Tu peux rester ici, intégrer cette famille. Tu seras reconnue comme héritière Beaumont, avec tout ce que cela implique. Mais tu peux aussi refuser. Personne ne t'y obligera. »
Claire se sentit étouffée. Elle regarda autour d'elle. Ces gens, avec leur calme et leur contrôle, lui proposaient un avenir. Mais elle ne savait pas si elle voulait de ce passé. Et si je veux juste être moi, pas une héritière, pas une de la Roche, juste Claire. Camille sourit. Alors tu resteras Claire et ce sera suffisant. Claire inspira profondément. Je veux rester pour Louis, mais je veux aussi continuer d'aller au parc, parler aux gens, lire mes livres. Je ne veux pas qu'on m'enferme dans un rôle. Geneviève s'approcha, la prit dans ses bras. Tu es libre, tu l'as toujours été. Claire ne répondit pas. Elle sentit la chaleur du geste, la sincérité dans les regards. Mais une partie d'elle savait qu'il restait encore un pas à faire. Elle devait accepter que, même venue de la rue, elle avait une histoire et qu'elle méritait d'être racontée. Le matin suivant était différent. Pas parce que le soleil brillait davantage, ni parce que les oiseaux chantaient plus fort, mais parce que Claire, pour la première fois, ne se sentait plus en transit. Elle n'était ni une intruse, ni une invitée. Elle était là, simplement, et les murs de cette maison ne semblaient plus vouloir la rejeter. Elle descendit pour le petit déjeuner et fut accueillie par Camille, qui lui tendit une enveloppe. « Ton inscription à l'école a été validée. C'est un établissement près d'ici avec un programme adapté. Rien n'est obligatoire, mais nous pensons que tu aimerais. » Claire prit l'enveloppe sans l'ouvrir, puis regarda la table. Des fruits frais, des viennoiseries, du chocolat. Chaud. Louis était déjà là, souriant, les pieds battant sous la chaise. « T'as vu, on va à l'école ensemble. » Elle haussa un sourcil. « Ensemble ?» Il acquiesça, la bouche pleine. « Enfin, pas dans la même classe, mais on y va le même jour. » Claire sentit un frisson lui parcourir la nuque. Aller à l'école. Elle n'y avait pas pensé depuis si longtemps que le mot lui paraissait presque étrange. Plus tard, elle fut conduite dans une pièce lumineuse à l'étage. Une grande table, des étagères pleines de livres, des carnets neufs. Une enseignante l'attendait. Pas une professeure ordinaire, mais quelqu'un choisi pour elle, pour l'aider à rattraper les années perdues. Claire s'assit, prit un crayon, écrivit son prénom sur la première page d'un cahier. Lentement, avec soin. Et pour la première fois, elle sentit que chaque lettre avait un poids nouveau. Les jours suivants passèrent dans une étrange fluidité. Le matin, elle avait cours. L'après-midi, elle se promenait avec Louis, lisait dans le jardin, écrivait dans un petit carnet qu'on lui avait offert. Étienne restait distant, mais poli. Camille était attentive, sans jamais être intrusive. Geneviève venait parfois la voir, lui raconter des anecdotes sur Isabelle, sa mère, qu'elle n'avait jamais entendues. Un jour, dans la bibliothèque, Geneviève lui montra un carnet ancien. « Ta mère écrivait ici quand elle avait ton âge. » Claire tourna les pages avec précaution. L'écriture était souple, vive. Des pensées, des rêves, des croquis. Elle lut une phrase soulignée 3 fois. « Je ne veux pas qu'on me dise qui je suis. Je veux le devenir moi-même. » Claire referma le carnet en silence. Sa mère, à sa manière, avait aussi cherché sa place. Un après-midi, Claire demanda à retourner au jardin du Luxembourg. Pas en limousine, à pied, seule. Geneviève acquiesça après une légère hésitation. Elle savait que c'était nécessaire. Claire traversa les rues qu'elle connaissait par cœur, les trottoirs familiers, les vitrines qu'elle observait autrefois de loin. En arrivant au parc, elle alla directement vers son banc. Il était libre. Elle s'y assit, regarda les enfants courir, les parents lire, les touristes prendre des photos. Elle sortit un livre de son sac, un roman qu'on lui avait recommandé, et commença à lire. Mais elle n'arrivait pas à se concentrer, trop de souvenirs. C'est alors qu'une voix familière l'interpella. Et elle leva les yeux. Momo, toujours lui, fidèle à lui-même, avec son harmonica dans la poche et ses yeux moqueurs. Alors, la princesse revient parmi le peuple? Elle sourit. C'est bizarre d'être ici, comme si j'étais entre deux mondes. Il s'assit à côté d'elle. Peut-être que t'es pas entre, peut-être que t'es les deux. Claire ne répondit pas. Elle lui tendit la photo retrouvée à Clignancourt. C'est elle, ma mère. Momo la contempla longtemps. T'as les mêmes yeux. Ils restèrent là un moment sans parler, simplement à regarder le parc. Puis Claire se leva. Je dois rentrer. Momo la fixa. Tu reviendras? Elle sourit. Bien sûr. Sur le chemin du retour, elle se sentit légère. Il y avait encore des doutes, des questions, des douleurs non dites, mais aussi des
Certitude nouvelle. Elle n'était plus seule. Elle n'était plus perdue. Elle était Claire. Pas seulement la fille de personne, pas seulement l'héritière Beaumont. Elle était, enfin, quelqu'un qui allait quelque part. L'été s'achevait doucement, et Paris retrouvait peu à peu son rythme d'automne. Les arbres du jardin du Luxembourg perdaient leurs feuilles, et l'air du soir devenait plus frais. Mais pour Claire, quelque chose en elle était resté suspendu dans le temps, comme si le jour où elle avait offert un sorbet à un petit garçon triste avait marqué une frontière invisible entre deux existences. Ce jour-là, elle avait promis à Louis une dernière promenade avant la rentrée, officielle. Il l'attendait devant le portail de la maison, déjà prêt, foulard bleu au cou comme un clin d'œil à leur première rencontre. Claire s'approcha vêtue simplement, son sac en toile à l'épaule. « Tu veux aller où ?» demanda-t-il. « Tu verras », répondit-elle en souriant. Ils marchèrent côte à côte dans les rues familières. Aucun garde du corps ne les suivait, sur demande expresse de Claire. Elle voulait que ce moment soit à eux, libre comme le tout premier. Louis parlait beaucoup, comme toujours. Il lui raconta son dernier rêve, une aventure avec des pirates et des dragons. Claire riait doucement, l'écoutant plus qu'elle ne répondait. En arrivant au jardin du Luxembourg, elle l'entraîna jusqu'à leur banc, celui-là même où elle s'était assise des semaines plus tôt pour compter ses pièces et rêver d'un sorbet. « Tu te souviens ?» demanda-t-elle. Louis s'assit, regarda autour de lui, puis acquiesça. « Tu m'as offert une glace. » Claire sortit quelques pièces de sa poche, pas celles qu'elle avait ramassées dans la rue, non, celles qu'elle avait demandées à Geneviève. Juste pour le symbole. Elle s'approcha du vendeur de glace, le même, par un hasard parfait, et demanda 2 cornets citron. Elle revint vers Louis, lui tendit le sien. « Tiens, cette fois, c'est encore moi qui paye. » Louis rit, accepta la glace avec une révérence exagérée. « Merci, mademoiselle Claire. » Ils mangèrent en silence quelques instants. Puis il demanda, plus doucement, « Tu crois que si tu m'avais pas vu ce jour-là, rien de tout ça serait arrivé ?» Claire fixa le ciel, les nuages qui glissaient lentement. « Peut-être, mais je crois que c'est toi qui m'as changé. » Louis la regarda, perplexe. « Moi ? Mais c'est toi qui m'as aidé. » Elle sourit. « Oui, mais en t'aidant, j'ai compris que j'étais encore capable de croire en quelqu'un, de donner sans peur. » Il sembla réfléchir, puis il leva son cornet. « Alors on trinque ?» Elle fit de même. Leurs cornets se touchèrent dans un petit clac glacé. « À la glace, dit-il. « À la vie, répondit-elle. » Ils restèrent là, regardant les passants, les enfants, les couples, les touristes. Claire sentait le monde bouger autour d'elle, mais elle n'avait plus envie de courir après. Elle voulait marcher, lentement, à son rythme. Elle avait une chambre, une école, une famille qui se construisait, des souvenirs à recoller, et surtout elle avait retrouvé quelque chose de précieux, l'espoir. En rentrant, elle passa devant le portail, leva les yeux vers la maison. Elle savait qu'elle n'y resterait pas éternellement. Elle n'était pas faite pour les murs trop épais ni pour les silences trop feutrés, mais elle resterait le temps nécessaire, le temps de grandir, de comprendre et de choisir. Dans sa chambre, elle accrocha une photo au mur, celle de sa mère retrouvée au marché aux puces. À côté, elle plaça le dessin que Louis lui avait offert, une Claire avec une cape de super-héroïne et une glace géante dans la main. Elle rit en le voyant. Puis, assise à son bureau, elle ouvrit son carnet et écrivit « Je suis Claire Beaumont. Je suis née dans la rue, j'ai grandi avec des ombres, mais j'ai trouvé la lumière dans un regard d'enfant. J'ai payé un sorbet avec mes dernières pièces, et en retour j'ai reçu une nouvelle vie. » Le stylo trembla légèrement dans sa main, mais elle continua. « Parfois, les miracles ont la forme d'un cornet de glace, et parfois, il suffit d'un petit geste pour tout changer. » Elle referma le carnet. Paris, ce soir-là, semblait moins vaste, moins indifférente, comme si la ville elle-même reconnaissait enfin sa présence. Claire n'était plus une fille de passage, elle était là, pour de bon.